19 hommes, une tranchée, 90 secondes. 27 juillet 1944, 3h30 du matin, front de Carélie, altitude 173. Un groupe de reconnaissance s'est infiltré derrière les lignes allemandes pour récupérer une langue. Une opération de routine, silencieuse, rapide. Mais ils ont été repérés. Une fusée éclairante a illuminé le ciel. Les tranchées se sont animées. Cris, aboiements de chiens, le bruit des bottes sur le sol des tranchées. 9 soldats soviétiques, 19 soldats allemands, retranchés dans une unique tranchée entre eux et leur position. Impossible de tirer, sous peine de voir toute la garnison se soulever. Percer la tranchée, c'était la mort assurée. Et puis un homme fit quelque chose qui ne figurait dans aucun manuel. Quelque chose que son grand-père lui avait appris. Quelque chose qui serait classifié 2 mois plus tard et jamais inclus dans les instructions de combat au corps à corps. Il entra dans la tranchée muni de 2 couteaux. 1 minute et demie plus tard, le groupe atteignit son territoire, avec un coup de langue. Les 9 éclaireurs étaient vivants. 19 cadavres gisaient encore dans la tranchée allemande. Pas un seul coup de feu, pas un seul cri. Comment est-ce possible ? Pour comprendre, il faut remonter 3 ans en arrière, dans un village cosaque sur le Don, à un vieil homme qui a transmis à son petit-fils le savoir de ses arrière-grands-pères, à une technique que l'on croyait perdue, à une technologie capable de tuer un homme en 1 seconde sans même lui laisser le temps de crier. Il s'appelait Nikolai Petrovitch Kuznetsov, âgé de 26 ans. Sergent-chef, commandant d'un groupe de reconnaissance du 192e régiment de fusiliers, 164e division de fusiliers. Il naquit dans le village de Vechenskaya, dans l'oblast de Rostov. C'est là que le Don s'élargit, là où les Cosaques chevauchaient avant même de savoir marcher. Son père, Piotr Ivanovitch, était forgeron. Sa mère, Maria Stepanovna, était issue d'une ancienne famille cosaque du Don. Son grand-père maternel, Stepan Makarovitch Gromov, était un vétéran de la Première Guerre mondiale et décoré de la Croix de Saint-Georges. C'est ce grand-père qui changea radicalement la vie de Nikolai. Le village de Vechenskaya se dressait sur les collines surplombant le Don. L'été, il y régnait une chaleur étouffante et poussiéreuse. L'hiver, la neige y tombait à verse et des vents violents imprégnaient le paysage. Mais au printemps, lorsque les merisiers étaient en fleurs et que l'air embaumait le poisson et l'herbe fraîche, il n'y avait pas d'endroit plus beau. Nikolai se souvenait, enfant, de ses courses pieds nus dans la rosée du matin jusqu'à la rivière, de son grand-père qui lui avait appris à nager dans l'eau froide, de leurs moments passés assis sur la berge où le vieil homme lui contait des histoires de la guerre, à propos de celui en Allemagne. Avant la guerre, Nikolai travaillait à la forge avec son père. Marteau, enclume, acier incandescent, c'était son univers. Ses mains s'étaient habituées au poids de l'outil, à la précision du coup. À la forge, on ne frappe pas au hasard, on frappe avec précision. Un coup, une cible. Si on rate, on ruine la pièce. Mon père disait toujours « Kolya, l'acier n'aime pas les complications. Le coup doit être sûr, un seul, mais sûr. » Nikolai se souviendrait plus tard de ces mots. Dans la tranchée, quand il n'avait plus qu'un seul coup à porter à chaque ennemi. Un seul, mais un vrai. Mais la guerre était encore loin. Le soir, une fois son travail à la forge terminé, Nikolai allait voir son grand-père. Stepan Makarovitch vivait seul dans une cabane à la lisière du village. Sa femme était décédée depuis longtemps. Son fils, le père de Nikolai, vivait ailleurs. Grand-père n'aimait ni le bruit ni les visiteurs, mais il attendait toujours son petit-fils. C'est son grand-père qui lui a appris ce qui lui sauverait la vie et celle de ses camarades. Stepan Makarovitch était un vieil homme étrange. Les villageois le craignaient. Ils disaient que c'était un sorcier. Ils disaient qu'il savait des choses que les gens ordinaires n'avaient pas besoin de savoir. Mais Nikolai, lui, le voyait simplement comme un vieil homme. Un vieil homme sec et nerveux, à la barbe blanche et au regard perçant. Mon grand-père a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il était éclaireur dans une unité spéciale qui infiltrait les lignes allemandes et autrichiennes. Il faisait des prisonniers, détruisait des postes de garde et faisait sauter des entrepôts.
Sur les 20 hommes de l'unité, 3 ont survécu jusqu'à la fin de la guerre. Mon grand-père était l'un d'eux. Il y avait un sabre accroché au mur de sa cabane, un vieux sabre cosaque, à lame dentelée, et 2 couteaux, longs, à large lame. Nikolaï les contemplait depuis son enfance. Il rêvait de les toucher. Son grand-père le lui interdisait. « C'est trop tôt, dit-il. Quand tu seras grand, je te montrerai. » Nikolaï avait 16 ans lorsque son grand-père a finalement décroché les couteaux du mur. « Asseyez-vous, dit-il. » Ils étaient assis à table. Grand-père posa les 2 couteaux devant lui. Il regarda Nikolaï longuement. « Tu es un homme fort, dit-il. Tu as de bonnes mains, de par ton père, forgeron. Mais la force ne suffit pas. Il te faut du savoir-faire. » Être capable de faire quoi, grand-père ? Tuer. Nikolaï resta silencieux. Que dire ? La guerre viendra, dit Stepan Makarovitch en prenant un couteau et en le retournant entre ses mains. Elle viendra, c'est certain. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 5, mais elle viendra. Et tu iras. Parce que tu es cosaque, même si ton nom de famille n'en est pas un. Mon sang est Don. Grand-père se leva et sortit dans la cour. Nikolaï le suivit. Dans la cour, le grand-père enfonça un épais pieu en bois dans le sol. Il l'enveloppa de chiffon. Cela donna naissance à une sorte d'épouvantail. « Regarde, » dit le grand-père. Il prit le couteau. Une prise normale, comme pour couper du pain. La pointe vers l'avant. Il frappa. Il toucha la poitrine de l'épouvantail. Le couteau pénétra profondément. « C'est ce qu'on enseigne partout, » dit le grand-père. « Dans l'armée, dans la police. Pointer vers l'avant, frapper au corps, au cou, au cœur. Pas vrai ?» Nikolaï acquiesça. « C'est faux, » dit le grand-père en sortant le couteau. « C'est pour la vie paisible, pour un seul adversaire, pour une bagarre de bar. Mais ça ne marche pas comme ça à la guerre. Pourquoi ? Parce que le couteau reste planté dans le corps, expliqua le grand-père en montrant la position de la lame sur le mannequin. Tu vois ? Il faut du temps pour l'enlever. 1 seconde, peut-être 2. Et pendant ce temps-là, le deuxième adversaire te tirera dessus, ou te poignardera. À la guerre, on ne se bat pas en 1 contre 1, petit-fils. À la guerre, il y en a plusieurs. Et si ton couteau reste planté dans le premier, tu es mort. Grand-père recula de quelques pas. Il prit un 2e couteau. Et soudain, il le brandit, mais pas la pointe vers l'avant. Il le lança. Étrangement, le couteau vola, le manche en premier. Frappé. Le manche du couteau s'abattit sur la tête du mannequin. On entendit un bruit sourd. Le mannequin tressaillit. « Tu vois ?» Grand-père s'approcha et prit le couteau. Le manche est lourd. Il y a du plomb à l'intérieur. Un coup, et l'ennemi est étourdi. 1 seconde ou 2. Pendant ce temps, tu t'approches. Et tu l'achèves. Avec la pointe. Mais cette fois, avec précision. Dans le cou, sous les côtes, dans l'œil. Où il faut. L'essentiel, c'est qu'il ne résiste plus. Nikolaï regarda, incrédule. « Mais ça, comment on le frappe ? Avec le manche ? » Le couteau tourne sur lui-même en vol. « Ça tourne, » approuva le grand-père. « C'est pour ça qu'on l'enseigne pendant 3 ans. Pas 3 mois, 3 ans. Tous les jours, 2 heures. Jusqu'à ce que la main le mémorise. Jusqu'à ce que l'œil apprenne à voir au loin. Jusqu'à ce que lancer devienne aussi naturel que respirer. » Grand-père, pourquoi ? On pourrait tout simplement lui tirer dessus. Stepan Makarovitch le regarda. Il y avait dans son regard quelque chose qui glaça le sang de Nikolaï. « Petit-fils, dit-il doucement, en reconnaissance, on ne tire pas. Parce qu'un coup de feu, c'est un signal. C'est l'alarme. Toute la garnison est sur vos gardes. En reconnaissance, on travaille en silence. Compris ? » Nikolaï comprit. À partir de ce jour, mon grand-père a commencé à enseigner. Tous les soirs,
pendant 2 heures. Nikolaï rentrait du travail à la forge, épuisé, les bras douloureux. Mais son grand-père était implacable. Fatigué ? À la guerre, on ne vous demandera pas si vous êtes fatigué ou non. Prenez un couteau. Au début, Nikolaï a simplement appris à tenir le couteau correctement. L'équilibre, le centre de gravité, la façon dont le manche s'ajustait dans sa paume. Son grand-père le faisait rester debout pendant 1 heure avec le couteau à la main pour qu'il en sente le poids. « Un couteau n'est pas un outil », disait mon grand-père. « C'est une extension de ta main. Tu devrais le sentir comme tu sens tes doigts. » Puis les lancers commencèrent. D'abord à 3 pas. L'épouvantail se tenait tout près. Nikolaï lança et rata. Encore et encore. Le couteau filait à côté, ou la pointe en avant, sans le manche, où il se plantait de travers. « Encore une fois, » dit le grand-père. « Encore une fois. » Les semaines passèrent. Nikolaï lançait le couteau des centaines de fois par nuit. Il avait mal aux bras et aux épaules. Mais peu à peu, sa main commença à comprendre, à se souvenir de la trajectoire, de la rotation, du moment du lâcher. 3 mois plus tard, Nikolaï frappa le mannequin pour la première fois. La poignée le heurta avec précision. Un bruit sourd. Le mannequin oscilla. « D'accord, » dit le grand-père. « Maintenant, répétez-le 100 fois de suite. » Nikolaï avait 19 ans lorsque son grand-père l'autorisa à lancer en mouvement. Nikolaï lui-même bougeait, ou le mannequin bougeait, ou les deux. C'était bien plus compliqué. « À la guerre, l'ennemi ne reste pas immobile, » disait mon grand-père. « Il court, il esquive, il vous prend pour cible. Il faut le frapper en une fraction de seconde, sans réfléchir. Votre corps doit agir instinctivement. » Nikolaï étudia, pendant 3 ans, tous les soirs. Grand-père était à la fois patient et impitoyable. Il félicitait rarement, il grondait sans cesse. Mais il enseignait. « La distance est de 5 pas, » expliqua le grand-père. « Plus loin, et tu n'auras pas le temps de réagir à une contre-attaque. Plus loin encore, c'est trop loin, tu risques de rater ta cible. 5 pas, c'est parfait. Souviens-toi, ressens-le du regard. 5 pas. »« Et s'il y en a beaucoup ?» demanda un jour Nikolaï. « 2 couteaux, » dit le grand-père en sortant un 2e couteau qu'il plaça dans la main gauche de Nikolaï. « Lance avec la droite, enchaîne avec la gauche. 2 secondes, 2 adversaires. Pendant qu'ils sont à terre ou étourdis, approche-toi, achève-les, prends les couteaux. Au suivant. »« Grand-père, vous vous battiez comme ça ?» Le vieil homme resta silencieux un instant. Il regarda au loin, au-delà des abords du village, où le fleuve Don scintillait sous les rayons du soleil couchant. « J'ai combattu, » dit-il. « Août 1914, Galicie. Nous étions 7 à passer derrière les lignes autrichiennes, pour capturer un officier. Ils avaient besoin d'un informateur. Nous l'avons pris. Mais sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur leur patrouille. 11 hommes. Interdiction de tirer. Je suis entré le premier. 2 coups de couteau. 7 secondes. 4 Autrichiens à terre. Les autres étaient désorientés. Nos gars les ont achevés. Vous en avez tué 4 en 7 secondes ? 6, corrigea le grand-père. La 7e seconde, c'est pour ramasser les couteaux. Nikolaï resta silencieux. Il essaya d'imaginer. Il n'y parvint pas. « Petit-fils, » dit son grand-père en posant une main sur son épaule. « Je ne veux pas que tu tues. Je veux que tu vives. Comprends-tu ? La guerre viendra, tu partiras, mais tu devras revenir. À ton père, à ta mère, à ta future famille. Je t'apprends à ne pas tuer. Je t'apprends à survivre. » Le 25 juin 1941, Nikolaï Kouznetsov fut enrôlé dans l'armée. Stepan Makarovitch avait 72 ans à l'époque. Il accompagna son petit-fils hors du village. Appuyé sur sa canne, il regarda Nikolaï s'éloigner sur la route poussiéreuse où un camion attendait les conscrits. Juste avant de partir, son grand-père lui a donné ses couteaux. Exactement les mêmes.
ceux qui étaient accrochés au mur. « Prenez soin d'eux, dit-il, et prenez soin de vous. N'oubliez pas, 5 pas, avancez. 2 secondes, 2 adversaires. Ne vous précipitez pas, mais n'hésitez pas non plus. » Nikolai serra son grand-père dans ses bras. Le vieil homme était petit, maigre, mais fort, comme un vieil arbre. « Je reviendrai, grand-père, dit Nikolai. »« Tu reviendras, acquiesça Stepan Makarovitch, si tu fais tout comme je te l'ai appris. » Ce fut leur dernière rencontre. Grand-père mourut durant l'hiver 1942. Nikolai l'apprit par une lettre de son père. Il la lut dans une tranchée près de Leningrad, où la température était descendue à moins 40 degrés Celsius, les Allemands retranchés à 400 mètres, et entre leurs positions s'étendait un no man's land jonché de cadavres. Il pleura alors, pour la première fois de toute la guerre. Nikolai était d'un naturel calme et taciturne. Il paraissait étrange au sein de la compagnie. Il ne buvait pas, il ne jouait pas aux cartes, il ne jurait pas, contrairement à ce qui se faisait généralement à l'avant. Le soir, tandis que les autres racontaient des histoires ou écrivaient des lettres, Nikolai s'asseyait à l'écart, à aiguiser des couteaux. Ou tout simplement, assis, à fixer l'obscurité. « Forgeron, pourquoi es-tu si maussade ?» lui demandèrent-ils. Le surnom lui resta aussitôt. Son père était forgeron, il travaillait dans une forge. « Je le crois, » répondit Nikolai. « À propos de quoi ?»« À propos de la maison. » Et c'était vrai. Il repensa à sa maison, au village, aux parrains, à son grand-père. À ces moments passés assis dans la cour où le vieil homme lui avait appris ce que personne d'autre ne lui avait appris. Mais Nikolai possédait une autre caractéristique, une caractéristique terrifiante pour l'ennemi. Dès le début de la bataille, quelque chose changea dans son regard. Ses camarades le remarquèrent. Le calme et le posé Kuznets se transformèrent en une machine, froide, précise, impitoyable. Personne ne voulait l'affronter au corps à corps, ni ses camarades à l'entraînement, ni des inconnus au combat. Le lieutenant Voronin, commandant de la compagnie de reconnaissance, a déclaré « Kuznetsov est le meilleur. En combat rapproché, il est sans égal. Je ne sais pas où il a appris à faire ça, mais j'aimerais qu'il y ait 10 hommes comme lui dans la compagnie. » Mais Nikolai était seul. La peur de la mort ? Oui, comme tout le monde. Il se réveillait la nuit, trempé de sueur, en proie à un cauchemar où on le tuait, à la baïonnette, sans cesse. Et il était paralysé. Il était incapable de se défendre. Il a géré la situation à sa manière. Il s'est souvenu de son grand-père. Il s'est souvenu de ses paroles. Si tu as peur, travaille de tes mains. Le corps est occupé, l'esprit ne pense pas. Et Nikolai travailla. Il affûta les couteaux, il vérifia le matériel, il fit tout ce qu'il pouvait de ses mains. Et la peur s'estompa. Il avait une chose qu'il portait toujours, l'écharpe de sa mère, rouge, à fleurs blanches. Maria Stepanovna la lui avait donnée quand il était parti. « Porte-le, mon fils, dit-elle. Ma mère portait ce foulard, et sa mère aussi. Elle le garde. » Nikolai gardait l'écharpe dans la poche intérieure de sa tunique, sur son cœur. Parfois, les jours particulièrement difficiles, il la sortait et la sentait. Elle ne sentait plus la maison, mais la poudre et la sueur. Alors Nikolai fermait les yeux et imaginait sa mère nouant cette écharpe autour de sa tête par une chaude matinée d'été, se préparant à aller au marché du village. Nikolai avait peu d'amis, ou plutôt un seul. Le caporal Viktor Karpov, sapeur de métier, fut envoyé en reconnaissance après la destruction de sa compagnie près de Rzhev. Viktor était tout le contraire de Nikolai. Bavard, jovial, toujours souriant, même dans les situations les plus critiques. Ils se sont rencontrés à l'automne 1942, dans un centre d'entraînement près de Vologda, où ils avaient tous deux été envoyés pour une formation en renseignement. Viktor était assis à côté de Nikolai à la cafétéria. « Ça ne vous dérange pas ? Asseyez-vous. » Viktor Karpov, un sapeur, ou plutôt un ancien sapeur. Maintenant, je suis en formation pour devenir officier de reconnaissance, ou, comment ça s'écrit correctement ? Je suis une formation de reconnaissance.
Vous suivez le même cours? Oui. Bavard, gloussa Victor. Bon, je ne vais pas t'embêter. Mais il m'a harcelé. Tous les jours. Et petit à petit, Nikolai s'y est habitué. Il a même commencé à répondre par des phrases plus élaborées. Un jour, lors d'un entraînement au combat rapproché, l'instructeur a ordonné « Karpov, Kuznetsov, un duo. Nous travaillons avec des couteaux. » Victor avait un couteau militaire standard. Nikolai avait le sien, celui de son grand-père. Il ne s'en est jamais séparé. L'instructeur donna l'ordre et Victor passa à l'attaque. Nikolai esquiva, il contre-attaqua. Victor tomba. Le couteau de Nikolai était sous sa gorge. 3 secondes. « Levez-vous » ordonna l'instructeur. « Encore une fois. » Victor attaqua 5 fois. Nikolai le terrassa 5 fois. Rapidement, précisément, sans un mouvement superflu. Après l'entraînement, Victor est venu nous voir, essoufflé. « Où avez-vous appris à faire ça ?»« Mon grand-père me l'a appris. »« Grand-père ? Qui était-ce ?»« En tant qu'éclaireur, pendant la Première Guerre mondiale. » Victor siffla. « Et il vous a appris ça ? Et ce n'est pas tout. Voulez-vous me le montrer ?» Nikolai le regarda. Il réfléchit. « Je vais te le montrer, mais seulement à toi et à personne d'autre. » À partir de ce jour, Victor fut le seul à connaître cette technique. L'existence de ces couteaux à manche lestée, le lancer capable d'assommer quelqu'un en une fraction de seconde. « C'est incroyable !» s'exclama Victor lorsque Nikolai lui montra dans la cour de l'unité comment il pouvait lancer un couteau en commençant par le manche et atteindre une cible. « Tu te rends compte de l'avantage que ça représente, en reconnaissance ? » « Je comprends, mais n'en parlez à personne. » « Pourquoi ? » « Parce que si les commandants l'apprennent, ils vont commencer à poser des questions. D'où ça vient ? Comment ? Pourquoi je ne l'ai pas partagé plus tôt ? Ils vont commencer à l'enseigner aux autres. Mais ça ne s'apprend pas vite, ça prend des années. Et si quelqu'un essaie et échoue, il mourra. Et il ruinera ses camarades. Victor hocha la tête. « Compris, je me tairai. » Et il garda le silence. Jusqu'à ce jour précis. Jusqu'à l'âge de 173 ans. Mais avant cela, il eut encore 2 années de guerre. 2 années de sang, de peur et de souffrance. 2 années pendant lesquelles Nikolai apprit à survivre dans l'enfer qu'est la guerre. Ce soir-là, la dernière fois que Nikolai vit le sergent Burov vivant, celui-ci dit quelque chose d'étrange. Nikolai ne le comprit pas sur le moment. Il le comprendrait dans 3 semaines. Mais nous y reviendrons. Front carélien, été 1944. Ici, la ligne de front resta immobile pendant plus de 2 ans. Finlandais et Allemands demeurèrent à leur position. Les troupes soviétiques restèrent au leur. Entre eux s'étendait le no man's land. Forêts, marais, rochers. Des kilomètres de barbelés, de champs de mines et de tranchées. Ce fut une guerre étrange. Il n'y eut ni percée de chars, ni attaque massive comme à Koursk ou Stalingrad. C'était une guerre de patrouilles, de groupes de reconnaissance et de tireurs d'élite. Une guerre silencieuse, mais brutale. C'était particulièrement cruel pour les scouts. Le 192e régiment de fusiliers tenait la ligne de front dans le secteur des collines 173 et 189. Entre ces collines s'étendait une forêt. Pins, sapins et buissons y poussaient si denses qu'il y faisait nuit noire en plein jour. Les Allemands surnommaient cet endroit « l'enfer vert ». Les soldats soviétiques, quant à eux, l'appelaient simplement « le fourré ». C'est dans le fourré que les éclaireurs s'enfoncèrent, pour trouver des langues, pour obtenir des informations, silencieusement, la nuit, par petits groupes. Et ils y mouraient, souvent. Le commandant du front exigeait des langues. Il avait besoin d'informations sur l'ennemi. Où se trouvait le quartier général ? Où étaient les entrepôts ? Quelles étaient les unités ? Combien d'hommes comptait-il ? Se préparait-il à une retraite ou au contraire à une offensive ? Sans langue, la commande est aveugle. Mais faire un prisonnier dans la forêt, où chaque mètre est ciblé,
où il y a des pièges sur chaque chemin, où l'ennemi connaît le terrain mieux que son propre foyer, c'était presque impossible. La technique était simple. Un groupe de 6 à 10 personnes. Sorti, il arrive la nuit, il se déplace silencieusement à travers la forêt, les champs de mines, les barbelés. Il repère un avant-poste ou une patrouille allemande. Il neutralise les gardes sans bruit, il capture un soldat. Et il repart, de la même manière, sous le nez de l'ennemi. Simple en théorie, un cauchemar en pratique. Car les Allemands n'étaient pas des imbéciles. Ils installèrent judicieusement leur poste de garde, par groupe de 3 ou 4 hommes, dans des zones dégagées où il était difficile de s'approcher sans se faire remarquer. La communication avec les postes voisins se faisait par téléphone. Si un poste ne répondait pas toutes les demi-heures, c'était l'alerte. Les patrouilles suivaient des itinéraires prédéfinis. Elles opéraient par groupe de 3 ou 4, armées, entraînées, prêtes à rencontrer les services de renseignement soviétiques. Et surtout, ils se battaient ici depuis 3 ans. Ils connaissaient chaque buisson, chaque sentier, chaque relief du terrain. Des éclaireurs soviétiques, provenant d'autres unités, arrivèrent dans cette zone. Ils ne connaissaient pas le terrain et beaucoup n'avaient aucune expérience du combat en forêt. Ils apprirent sur le tas, de mes erreurs, sur mon propre sang. Les statistiques étaient terrifiantes. Du 1er juin au 1er juillet 1944, 23 missions de reconnaissance furent menées. 7 langues furent capturées. Pertes, 21 tués, 9 blessés. 21 personnes. En un mois. Pour 7 prisonniers. Le commandement a exigé que nous continuions. Une reconnaissance était nécessaire. La guerre n'attendrait pas. Mais les gens commençaient à manquer. La première personne que Nikolaï a connue mourir était le caporal Mikhaïl Bourov. Il avait 20 ans. Originaire de la région de Smolensk, du village de Dubrovka, incendié par les Allemands en 1941, il avait perdu toute sa famille. Bourov cherchait à se venger. Il partait sans cesse en mission de reconnaissance. La mort ne semblait pas l'effrayer. Nikolaï a travaillé avec lui à 2 reprises dans le même groupe. Bourov était un bon combattant, rapide, silencieux. Il savait se déplacer en forêt sans casser une branche ni faire bruisser les feuilles. Nikolaï l'a vu pour la dernière fois le 27 juin. Le groupe se préparait à partir. 8 hommes. Leur mission, capturer une langue volée à une patrouille qui circulait sur une route forestière entre 2 abris allemands. Bourov était assis sur la couchette, vérifiant sa mitrailleuse. Nikolaï s'assit à côté de lui. « Crois-tu que j'aurai de la chance ?» demanda Bourov. « Je ne sais pas. Une patrouille, c'est dangereux. 4 Allemands. Nous sommes 8. Mais s'ils parviennent à tirer, c'est la fin. » L'alarme retentit. « Je sais, » gloussa Bourov. « Blacksmith, je vais te dire. Tu as un instinct incroyable. Lors de ce raid, quand on a été touché par des mortiers, tu as dit « À terre !» une seconde avant que le premier obus ne tombe. Comment le savais-tu ? Nikolaï haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je l'ai senti. »« Ressens-le aujourd'hui aussi, » dit Bourov en posant la main sur son épaule. « Si quoi que ce soit arrive, dis-le-moi. Je t'écouterai. Tu n'as jamais fait d'erreur jusqu'à présent. » C'était une expression étrange. Nikolaï ne l'avait pas comprise sur le moment. Le groupe partit à 11h du soir. Le lieutenant Korolev était à la tête. Un bon officier, expérimenté. Mais, comme on le dirait plus tard, trop sûr de lui. Nikolaï ne participa pas à ce raid. Il fut maintenu en réserve. Une autre sortie était prévue pour la nuit suivante. Le groupe est revenu à 4h du matin. 5 personnes sont revenues. Pas de langue. Bourov n'en faisait pas partie. Korolev fit son rapport au commandant de compagnie. Nikolaï se tenait à proximité, écoutant. « Nous sommes partis comme prévu. Nous avons atteint la route. Nous nous sommes cachés dans les buissons. Nous avons attendu la patrouille. Ils sont arrivés, 4 comme prévu. Nous les avons laissés s'approcher à moins de 10 mètres. J'ai donné l'ordre « Attaque !» Korolev se tut. Son visage était gris. On s'est précipité. Bourov et Zarinov étaient devant. Ils ont réussi à rattraper les Allemands. Bourov en a attrapé un,
Zarinov a attrapé le deuxième. Et les deux autres, ils étaient plus rapides. Des mitrailleuses déjà en main. Ils ont commencé à tirer. Burov est tombé. Zarinov est tombé. Les Allemands ont pris la fuite. On a ouvert le feu. Trop tard. L'alerte a été donnée. Roquettes, mitrailleuses. On a réussi à s'échapper. « Et Burov ?» demanda le commandant de compagnie. « Mort, camarade capitaine. Une balle dans la poitrine. Nous n'avons pas pu récupérer le corps. » Silence. Nikolai serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Burov, 20 ans. Plus maintenant. Et ce n'était que le début. 2 jours plus tard, le sergent Ivan Lomov décédait. 32 ans, originaire des environs de Toula, marié et père de 3 enfants. Il était parti en reconnaissance pour nourrir sa famille. Les officiers de reconnaissance étaient mieux payés et recevaient des rations supplémentaires. Il envoyait de l'argent à sa famille tous les mois. Nikolai connaissait bien Lomov. Ils avaient servi ensemble depuis 1942. Il était plus âgé, expérimenté et calme. Nikolai le respectait. Lomov est mort en tentant de prendre un avant-poste allemand. Le groupe s'est approché sans être repéré. Mais lorsqu'ils ont lancé l'attaque, il est devenu évident que l'avant-poste ne comptait pas 3 hommes, mais 6. 3 d'entre eux dormaient dans un abri souterrain. Ils ont entendu un bruit. Ils ont bondi hors de l'abri. Ils ont ouvert le feu. Lomov couvrit la retraite du groupe. Il fit feu avec sa mitrailleuse et tua 2 Allemands. Un 3e lança une grenade. Lomov n'eut pas le temps de s'échapper. Le corps fut découvert le matin. Ils le ramenèrent à leur position. Nikolai aida à creuser la tombe. Le sol était gelé et lourd. La pelle peinait à s'y enfoncer. Ils creusèrent en silence. Le commandant de compagnie, le capitaine Fedorov, prit alors la parole, brièvement. Un héros. Il est mort pour son pays. Souvenons-nous de lui. Nous avons commémoré. 100 grammes d'alcool. Nikolai n'a pas bu. Il a donné sa part à Victor. Forgeron, dit Victor d'une voix calme. Combien de temps cela va-t-il durer ? Jusqu'à la fin de la guerre, ou jusqu'à notre disparition ? Victor le regarda. Vous le pensez vraiment ? Oui. Une semaine plus tard, le sergent Alexei Rybakov décédait. 22 ans, originaire de Ryazan. Il s'était engagé volontairement après la mort de son frère. Il voulait se venger. Il prit sa revanche. Il tua 6 Allemands en 3 raids. Et lors du 4e, il marcha sur un piège. L'explosion lui a arraché la jambe. Le groupe a tenté de le secourir, mais les Allemands ont ouvert le feu au mortier. Ils ont dû l'abandonner. Rybakov a été retrouvé 3 jours plus tard, après le déplacement de la ligne de front. Il était mort. Il s'était vidé de son sang. Nikolai ne le connaissait pas bien, mais il l'avait aperçu à quelques reprises. Il se souvenait de Rybakov riant dans la salle à manger, racontant une blague. Jeune, vivant, maintenant décédé. Et cela a continué. Chaque semaine, 2 ou 3 hommes étaient tués ou grièvement blessés. La compagnie de reconnaissance s'amenuisait. Des renforts arrivaient, sans entraînement. Ils étaient envoyés au combat. Ils mouraient encore plus vite. Le commandement a tenté de changer de stratégie. Ils ont modifié leur tactique. Ils ont essayé de contourner les avant-postes en empruntant des itinéraires plus longs. Ils ont tenté d'attirer les patrouilles dans des embuscades. Ils ont essayé de faire des prisonniers en plein jour, à couvert de tireurs d'élite. Rien n'a fonctionné. Les Allemands s'adaptèrent rapidement. Ils renforcèrent leurs postes, modifièrent leurs itinéraires de patrouille et installèrent davantage de pièges. Le cercle se refermait. Nikolai commença à le ressentir, un sentiment de désespoir, comme s'ils étaient tous de la viande, qu'on les jetait dans un hachoir, sans cesse, et le hachoir les broyait. La nuit, il était allongé sur sa couchette. Il écoutait les ronflements de ses camarades, et il réfléchissait. Pourquoi ? Pourquoi meurt-il ? Non pas parce que les Allemands sont plus forts, non. Les agents du renseignement soviétique ne sont pas plus faibles. Souvent, ils sont plus forts, entraînés, motivés, prêts à mourir. Mais ils meurent. Pourquoi ?
Nikolai analysait chaque raid, chaque mort. Burov, car les Allemands étaient plus rapides. Ils ont réussi à s'emparer de leurs mitrailleuses et à ouvrir le feu. Lomov, car il y avait des réserves cachées dans l'abri. Le groupe ne s'y attendait pas. Rybakov, étirement. D'autres pour des raisons différentes. Mais le fond reste le même. L'ennemi parvient à réagir. Il donne l'alerte. Il appelle des renforts. Et puis c'est fini. L'opération est un échec. Le groupe est sous le feu ennemi. Certains meurent. D'autres parviennent à s'échapper. Il fallait agir plus vite. Mais comment? Des mitrailleuses? Ça fait du bruit au tir. Ça sent l'alarme. Des grenades? Encore plus bruyantes. Couteaux, baïonnettes, suffisant contre 1 ou 2 adversaires. Mais que faire s'il y en a 4, 5? Et si l'un d'eux parvient à tirer? Nikolai cherchait des solutions. Il passait des nuits blanches, il souffrait. Il a essayé une fois, c'était le 19 juillet. Le groupe se dirigeait vers un avant-poste allemand. 6 combattants. Commandant, le lieutenant Petrov. Mission, neutraliser l'avant-poste discrètement et faire un prisonnier. Nikolai faisait partie du groupe, et Victor aussi. Nous nous sommes approchés de l'avant-poste de nuit. Nous nous sommes allongés à une centaine de mètres. Nous avons observé. L'avant-poste se trouvait dans une petite clairière. 3 Allemands. L'un était assis près du feu. Les 2 autres étaient debout. Ils discutaient. Ils portaient des mitrailleuses à la ceinture. Petrov murmura « Kuznetsov, Karpov, vous allez à droite. Je vais avec les autres à gauche. » À l'ordre, attaquez! Le but est de les empêcher de crier et de tirer, compris? Compris, camarade lieutenant. Ils se séparèrent. Nikolai et Victor prirent le flanc droit. Ils rampèrent dans l'herbe humide, lentement, mètre par mètre, 50 mètres, 30, 20. Les Allemands ne voyaient rien. Ils parlaient de quelque chose. Ils riaient. Petrov fit un signe de la main. « Attaquez !» Tous les 6 se précipitèrent en avant. Nikolai était plus rapide que les autres. Il courut vers l'Allemand le plus proche, celui qui lui tournait le dos. La distance était de 10 mètres. 5. L'Allemand entendit. Il se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main se porta vers sa mitrailleuse. Nikolai n'a pas réfléchi. De sa main droite, il a lancé un couteau. Le couteau a jailli, en tournoyant. Manche vers l'avant, frappé. La poignée frappa l'Allemand au front. Un bruit sourd. L'Allemand recula. Il tomba sur le dos, sonné. Nikolai était déjà là. De la main gauche, un second couteau. Un coup à la gorge, rapide, précis. L'Allemand eut un sursaut et se tut. 3 secondes. Nikolai se retourna. Les autres couraient encore. Victor était aux prises avec un autre Allemand. Un 3e levait sa mitrailleuse. Nikolai s'est précipité en avant. Mais il était trop tard. Une rafale de mitrailleuses brisa le silence. Le 3e Allemand y est parvenu. « Retraite !» cria Petrov. Le groupe s'enfuit dans la forêt. Des cris derrière eux, des roquettes, des tirs de mitrailleuses. Ils se sont enfuis, tous les 6, mais ils n'ont arraché la langue de personne. À la base, Petrov a procédé à un débriefing. « Kuznetsov, dit-il, que faisiez-vous? Vous lanciez le couteau? »« Oui, monsieur. »« Pourquoi? » ?»« Pour surprendre l'Allemand. Plus rapide que de se jeter dans la mêlée. » Petrov fronça les sourcils. « Tu es arrivé? »« Oui, camarade lieutenant. »« Mais le 3e a réussi à tirer. »« Oui. »« Votre méthode n'a donc pas fonctionné. » Nikolai garda le silence. Petrov avait raison. Cela n'avait pas fonctionné. Parce qu'il était le seul à lancer le couteau. Les autres suivaient leur itinéraire habituel. Et pendant qu'ils couraient, le 3e Allemand était déjà arrivé. Si seulement tout le monde agissait comme Nikolai. Mais vous ne pouvez pas leur apprendre. Vous ne pouvez pas leur apprendre en 1 semaine ce qui prend 3 ans. Impasse. Nikolai était allongé sur la couchette. Il fixait le plafond de l'abri. Il entendait Victor respirer à côté de lui. « Forgeron, » murmura Victor. « Êtes-vous réveillé ? » ?»« Je ne dors pas. »« Je t'ai vu lancer le couteau. » L'Allemand n'a même pas compris ce qui se passait. Il est tombé comme s'il avait été fauché, c'était incroyable.
Mais nous avons échoué dans notre mission. Ce n'est pas à cause de toi, dit Victor en se retournant. Tu as tout fait correctement. C'est juste que nous sommes peu nombreux, et les autres ne peuvent pas le faire comme toi. Je sais. Forgeron, et si vous enseignez aux autres? C'est impossible, cela prendra des années. Et si... Victor se tut, il réfléchit. Et si on ne leur apprenait pas à lancer des couteaux? Et si on se servait de toi, pas vrai? Nikolai se redressa sur son coude et regarda Victor. Que veux-tu dire? Je ne sais pas encore, dit Victor honnêtement, mais il y a quelque chose de spécial. On peut tuer un homme en 1 seconde, silencieusement, à distance. C'est un avantage. Il faut juste trouver comment l'utiliser. Nikolai se recoucha et ferma les yeux. Victor avait raison. Il y avait du vrai là-dedans. Mais quoi? Les jours suivants se déroulèrent sans incident majeur. Raids, échecs, pertes, 2 morts de plus, 3 blessés de plus. La compagnie de reconnaissance s'est transformée en fantôme. Maigre, fatigué, avec des yeux ternes. Le commandant de compagnie, le capitaine Fedorov, a convoqué Nikolai le 24 juillet. « Kuznetsov, dit-il, j'ai entendu dire que vous pouviez faire quelque chose d'inhabituel, avec des couteaux. » Nikolai devint méfiant. « Que voulez-vous dire, camarade capitaine ? Le lieutenant Petrov affirme que vous avez lancé un couteau sur un Allemand, et vous l'avez touché, vous l'avez étourdi. »« Oui, monsieur. »« Comment faites-vous ? » ?»« Mon grand-père me l'a appris, camarade capitaine, une vieille ruse cosaque. » Fedorov le regarda longuement. « Montre-moi. » Ils sortirent. Nikolai demanda un sac de sable. Il le déposa à 5 pas. Il sortit un couteau. Il a frappé. Il a lancé. Le couteau, manche en premier, s'est abattu sur le sac. Un bruit sourd. Le sac a tangué. Fedorov s'est approché. Il a regardé. Il a touché l'endroit où il avait été touché. « Puissant », dit-il. « Peut-il vraiment étourdir quelqu'un ? C'est possible, camarade capitaine, si vous visez la tête. La tempe, le front, l'arrière de la tête, le manche lourd, c'est comme un coup de matraque. Et vous atteignez toujours votre cible ? À 5 pas, toujours. À une plus grande distance, c'est pire. » Fedorov acquiesça. « D'accord, tu peux y aller. » Nikolai est parti. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai compris au bout de 2 jours. Le soir du 26 juillet, Fedorov rassembla toute la compagnie de reconnaissance, une 30aine d'hommes. « Camarades soldats, dit-il, demain soir, c'est une opération importante. Nous avons reçu l'ordre de capturer un prisonnier au quartier général allemand. Le quartier général est retranché dans un abri sur la colline 173. La sécurité est renforcée. Au moins 10 hommes. » Le silence régnait. On écoutait. De telles opérations étaient suicidaires. « Le groupe est composé de 9 hommes, poursuivit Fedorov. Je suis le commandant. J'annoncerai la composition séparément. L'objectif est de traverser la forêt, de dépasser les positions allemandes, d'approcher l'abri, d'éliminer les gardes, de capturer un officier et de revenir. » Il regarda les combattants. « Des questions ? » Silence. « Alors préparez-vous. Nous partons à 3 heures du matin. Vous êtes libre de partir. » Nikolai sortit du banc de touche. Victor le rattrapa. « Forgeron, dit-il doucement. Je pense qu'ils vont t'intégrer à ce groupe. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Parce que Fyodorov t'a vu lancer le couteau. Et parce que cette opération est spéciale. Il nous faut les meilleurs. » Victor avait raison. 1 heure plus tard, Fedorov annonça la composition du groupe. 9 personnes. Les meilleurs éléments restants. Nikolai figurait sur la liste, et Victor aussi. Ils se préparèrent toute la nuit. Ils vérifièrent leurs armes, leur équipement, leurs couteaux, leurs grenades. Nikolai aiguisa les couteaux de son grand-père. Il les aiguisa longuement, jusqu'à ce qu'ils brillent. Victor était assis à proximité. Il fumait. « Forgeron, dit-il, j'ai un mauvais pressentiment. » Tout le monde a un mauvais pressentiment concernant de tels raids. Non, c'est différent. J'ai le pressentiment que quelque chose va mal tourner. Nikolai le regarda.
Alors n'y va pas. Dis que tu es malade. Victor laissa échapper un petit rire. Es-tu un lâche? Non. Je ne veux tout simplement pas perdre un ami. Victor resta silencieux un instant. Puis il dit « Si vous voulez mon avis, dites à ma mère que je l'aimais. Vous connaissez son adresse. » Nikolai acquiesça. Ils ne dormirent pas jusqu'au matin. Ils restèrent assis, silencieux, à penser que demain pourrait être leur dernier jour. Et à l'est, le ciel commença à s'éclaircir. Et Nikolai ignorait qu'en une journée, tout basculerait. Qu'il ferait ce dont on murmurerait. Que sa technique, repensée par son grand-père, sauverait la vie de tout le groupe. Et que dans 2 mois, cette technique serait classifiée. Pour toujours. Nikolai n'a pas dormi de la nuit. Allongé sur la couchette, je fixais l'obscurité. J'écoutais la respiration de mes camarades autour de moi. Certains ronflaient, d'autres gémissaient dans leur sommeil. Certains pleuraient en silence, croyant que personne ne pouvait les entendre. Des pensées tourbillonnaient dans ma tête. L'opération a lieu demain. 9 hommes contre au moins 10 Allemands retranchés dans l'abri du quartier général. Sans compter les patrouilles, les avant-postes et les champs de mines. Il n'y a pratiquement aucune chance que tout le monde revienne. Nikolai pensait à Burov, à Lomov, à Rybakov, à tous ceux qui n'étaient pas revenus. Leur visage se dressait devant ses yeux, et il repensa aux paroles de Victor. « Tu peux tuer un homme en 1 seconde. C'est un avantage. Il te suffit de trouver comment l'utiliser. » Comment ? Nikolai examinait ses différentes options. Y aller en premier ? Éliminer les sentinelles ? Mais s'il y en a plus de 2 ou 3, il n'arrivera pas à temps. Quelqu'un donnera l'alerte. Couvrir le groupe ? Mais alors, à quoi sert son talent ? Les autres continueront d'opérer comme avant, lentement. Peut-être devrions-nous tout simplement éviter d'utiliser des couteaux. C'est peut-être l'idée stupide de mon grand-père, qui a fonctionné pendant la Première Guerre mondiale, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui ? Non, ça marche. Il l'a vu. L'Allemand s'est effondré comme fauché, en une fraction de seconde, silencieusement. Ce n'est donc pas la technique qui compte, mais la manière dont on l'applique. Nikolai se leva. Silencieusement, pour ne pas réveiller les autres, il quitta l'abri. Il faisait froid dehors. Une nuit de juillet en Carélie n'est pas vraiment chaude. Il fait frais, brumeux et humide. Nikolai enfila son imperméable et se dirigea vers le bord des positions. La sentinelle lui cria « Arrêtez! Qui va là ?»« Le nôtre, Kuznetsov. »« Ah, le forgeron !» Le garde le reconnut. « Tu n'arrives pas à dormir ?»« Je n'arrive pas à dormir. »« Je comprends. »« Vous partez en raid demain ? » ?»« Oui. » Le garde resta silencieux. Puis il dit « Reviens. Tu m'entends ? Reviens. » Je vais essayer. Nikolai continua son chemin, jusqu'à la lisière de la forêt. Il s'arrêta. Il scruta l'obscurité, là où se trouvaient les positions allemandes. 1 kilomètre. Peut-être 1,5 kilomètres. Entre eux et les nôtres, il y a la mort. À chaque mètre. Il ferma les yeux. Présenté. Le groupe avance. 9 personnes. Silencieusement. Lentement. Ils traversent des champs de mines, des barbelés. Ils approchent des tranchées allemandes. Plus loin se trouve l'abri, le quartier général, la sécurité. 10 hommes, peut-être plus. Comment supprimer la sécurité ? Généralement, ils s'approchent furtivement, attaquent. Mais 9 contre 10, c'est presque égal. L'un d'eux réussira à tirer. Alarme. Échec. Et si... Nikolai ouvrit les yeux. Et s'il arrive premier ? Il n'est pas en groupe. Il est seul. Avec 2 couteaux. 5 pas. Un Allemand. Stupéfait. Achevé. 1 seconde. Suivant. Encore 1 seconde. Mais 10 Allemands, c'est au moins 10 secondes. D'ici là, les autres auront donné l'alerte. Trop long. Nous en avons besoin plus rapidement. Nikolai commença à compter mentalement. Lancer de couteau, 1 demi-seconde.
Le couteau vole pendant une autre demi-seconde. Le coup, l'Allemand est étourdi. Tout cela dure 1 seconde, peut-être un peu moins. Il suffit d'1 seconde pour se précipiter vers la personne stupéfaite. Cela ne prend qu'1 seconde. Il faut 1 seconde pour ramasser le couteau. Total, 4 secondes par ennemi. 10 adversaires, 40 secondes. Trop long. Besoin de... Et alors il a compris. Ne reprenez pas le couteau après chaque lancer. 2 couteaux en main. Lancez avec le droit. Lancez immédiatement avec le gauche. 2 ennemis étourdis. 2 secondes. Pendant qu'ils tombent, foncez. Achevez-les tous les 2. Encore 3 ou 4 secondes. Prenez les 2 couteaux. 1 seconde. Les 2 suivants. Et ainsi de suite. 2 adversaires en 7 à 8 secondes. 10 adversaires, 35 à 40 secondes. C'est encore longtemps. Mais si... Et si vous n'attendiez pas qu'il tombe? Lancez le couteau de la main droite, lancez-le de la gauche, et courez immédiatement vers l'avant. Non pas vers ceux que vous avez étourdis, mais vers les suivants. À main nue. Prenez le couteau à celui qui est étourdi, lancez-le sur le 3e. Prenez le 2e couteau au 2e étourdi, lancez-le sur le 4e. 4 ennemis étourdis en... Combien de temps? Nikolai essaya de le calculer mentalement. Il perdit la tête. C'était trop compliqué. Il faut que tu essaies. Mais pas maintenant, il fait nuit. Et le garde observe. Le matin. Nikolai retourna à l'abri. Il s'allongea sur sa couchette. Il ferma les yeux. Mais il ne dormait pas. Le plan lui tournait en boucle dans la tête, sans cesse. 2 couteaux, lancer, courir, prendre, lancer, prendre. Comme un tapis roulant. Comme travailler dans une forge. Un coup de marteau, la pièce se retourne, un autre coup, et encore. Le rythme. Le rythme est essentiel. Ne vous laissez pas embrouiller, ne vous précipitez pas, mais n'hésitez pas non plus. Rythme. Le matin arriva gris et brumeux. Nikolai se réveilla, bien qu'il n'eût guère dormi. Il se leva, se lava à l'eau froide d'un tonneau et mangea. De la bouillie d'orge, du pain et du thé. Victor s'assit à côté de lui. « Tu n'as pas arrêté de te retourner dans ton lit toute la nuit, dit-il. À quoi pensais-tu? Comment survivre? Et c'est vous qui avez trouvé ça? » Nikolai le regarda. « Peut-être, il faut vérifier. » « Vérifier quoi? Je te montrerai. » Après le petit déjeuner. Ils sortirent. Nikolai demanda plusieurs sacs de sable. Il les plaça à distance. Le premier à 5 pas, le deuxième à 10 pas à droite, le troisième à 15 pas à gauche. Victor regarda sans comprendre. « Forgeron, que préparez-vous ?»« Regardez. » Nikolai prit 2 couteaux. Il se leva. Il prit une profonde inspiration. Main droite, lancé. Le couteau vola vers le premier sac. Frappe. Touché. Main gauche, lancé. Le couteau vola vers le deuxième sac. Frappe. Touché. Nikolai se jeta en avant. Il atteignit le premier sac. Il sortit le couteau. Il se retourna. Il le lança sur le troisième sac. Il l'atteignit. Il retourna au deuxième sac et en sortit le couteau. Tout cela a pris... quoi? Environ 10 secondes? Peut-être 12. Lentement. Trop lentement. Nikolai répéta. Plus vite. Encore plus vite. Au 5e essai, j'ai réussi en 8 secondes. Victor resta bouche bée. Forgeron. Ceci. Comprenez-vous ce que cela signifie? Quoi? Vous pouvez neutraliser 3 adversaires en 8 secondes, silencieusement, à distance. Avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passe, vous êtes déjà là. Achevez-les. Et ensuite. Nikolai acquiesça. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aller plus vite. Et il nous faut plus d'opposants. Combien de plus? 10. Peut-être 15. Victor siffla. Voulez-vous entrer seul dans l'abri du quartier général? Pas vers l'abri, vers la tranchée devant l'abri. Il y a des gardes là-bas. Il faut les neutraliser, vite, silencieusement, pour que le groupe puisse passer. Victor resta silencieux un instant. Puis il dit « C'est de la folie.
Je sais. Tu peux mourir. Je sais. Mais si ça marche... Si ça marche, nous reviendrons tous vivants. Victor le regarda longuement. D'accord, dit-il. On va réessayer. Je vais t'aider. On va mettre d'autres sacs. Tu vas t'entraîner. Ils ont placé 8 sacs, à différents endroits, à différentes distances. Nikolai commença à travailler. 1, 2, 3. Encore et encore. Lance, lance, cours, prends le couteau. Lance, prends le couteau. Lance. Rythme, ne te perds pas. À midi, il vidait 8 sacs en 25 secondes, toujours lent. Le soir venu, dans 20 secondes. Mieux, mais pas assez. Le capitaine Fiodorov passa. Il s'arrêta, il regarda. « Kuznetsov, que fais-tu »« Je m'entraîne, camarade capitaine. »« Pourquoi » Nikolai se redressa et regarda Fiodorov. « Camarade capitaine, puis-je vous faire un rapport ? J'ai un plan pour neutraliser les gardes à l'abri. Vite, silencieusement. » Fiodorov fronça les sourcils. « Quel est le plan » Nikolai me l'a dit, brièvement, l'essentiel. Fiodorov écoutait. Son visage resta impassible. Lorsque Nikolai eut terminé, le capitaine resta silencieux, longtemps. Puis il a dit « C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. » Nikolai resta silencieux. « Mais, poursuivit Fedorov, nous n'avons pas d'autres idées. Une attaque classique est vouée à l'échec et à des pertes. Votre méthode, elle pourrait fonctionner. Ou vous pourriez mourir dans les 5 premières secondes. Je comprends, camarade capitaine. Êtes-vous prêt à prendre un risque ? Prêt. Fedorov acquiesça. D'accord, je te donne la permission. Mais à une condition. Si tu vois que ça ne marche pas, bats-toi en retraite, immédiatement. Ne joue pas les héros. Le groupe te couvrira, compris ? Oui, monsieur. Tu es libre. Prépare-toi. Nikolai est parti. Victor l'a rattrapé. Forgeron, il a acquiescé. Oui. Vous comprenez ce que cela signifie ? Demain, soit je sauverai tout le monde, soit je serai le premier à mourir. Victor resta silencieux. Ce soir-là, les 9 personnes se sont réunies. Fedorov a fait le compte-rendu. « Voici le plan, dit-il. Nous partons à 3 heures du matin. Nous nous dirigeons vers la colline 173. Nous connaissons l'itinéraire. Nous contournerons les champs de Minomain par la gauche. Les barbelés sont percés à 2 endroits. Les services de renseignement ont vérifié hier. » Il déplia la carte sur la table et la désigna du doigt. « Il y a ici un abri allemand, un quartier général. Autour, il y a une tranchée. Des gardes sont postés dans la tranchée. D'après les renseignements, il y a entre 8 et 12 personnes. Il pourrait y en avoir plus. » Tout le monde a regardé la carte. Notre mission est de neutraliser les gardes. Capturer un officier dans l'abri. Revenir. 2 heures pour l'opération. Nous devrions être en opposition à 5 heures du matin. Fedorov regarda Nikolai. Kuznetsov partira le premier. Il tentera d'éliminer les gardes à sa manière. Nous serons derrière lui, à 30 mètres. S'il réussit, nous entrerons dans l'abri. Sinon, nous couvrirons sa retraite et ensuite nous partirons tous. « Camarade capitaine, dit l'un des soldats, le sergent-major Moukine, et si les Allemands donnaient l'alerte ? Alors on y va, chacun de son côté. Rassemblement à l'altitude 189. Des questions ? Il n'y a pas eu de questions. Ensuite, reposez-vous, réveillez-vous à 2 heures du matin. Tout le monde est parti. Nikolai s'est allongé sur la couchette. Il a essayé de dormir, en vain. Victor était assis à proximité. Il fumait. « Forgeron, dit-il doucement. Avez-vous peur ? Oui. Moi aussi. Ils restèrent silencieux. Tu sais, dit Victor, si tu ne reviens pas, je parlerai de toi à tout le monde, pour qu'ils se souviennent. Inutile, dit Nikolai en tournant la tête. Si je ne reviens pas, c'est que la méthode ne fonctionne pas. À quoi bon en parler ? Parce que tu as essayé, c'est déjà ça. Nikolai sourit.
Une belle épitaphe. Il a essayé. Mieux que rien. À 2 heures du matin, tout le monde fut réveillé. Nikolai se leva, se lava, s'habilla, vérifia son équipement. 2 couteaux, ceux de son grand-père, aiguisés à la perfection. Il passa le doigt le long de la poignée, lourde, du plomb à l'intérieur, exactement comme son grand-père le lui avait appris. « Grand-père, pensa Nikolai, si tu peux me voir maintenant, aide-moi. Je fais comme tu me l'as appris, mais je ne sais pas si ça marchera. » Le groupe est parti à 3 heures, 9 hommes. Des ombres noires dans la nuit. Fiodorov devant, Nikolai derrière lui. Les autres suivent. Ils marchaient en silence, seul le bruissement de l'herbe sous leurs pas, seule leur respiration. Le ciel était couvert, il n'y avait pas de lune. L'obscurité était épaisse, dense. Tant mieux, les Allemands ne verraient rien. 1 heure de marche à travers la forêt, lentement, prudemment. Chaque pas est une vérification. Pour les fils pièges, pour les mines. Nous avons contourné le champ de tir par la gauche. C'était un marécage, humide, froid. L'eau nous arrivait aux chevilles, mais sans danger. Ils franchirent le fil de fer barbelé par le passage repéré la veille par l'équipe de reconnaissance. Fedorov s'y glissa le premier. Il vérifia le passage. Il fit un signe de la main. Les autres suivirent. Plus loin, les positions allemandes. Le groupe s'allongea. Fedorov sortit ses jumelles et regarda devant lui. Nikolai était allongé à côté de lui. Son cœur battait la chamade. Sa respiration était rapide. Il s'efforça de respirer plus lentement, plus profondément. Du calme. Grand-père m'a appris que le calme est plus important que la vitesse. « Je vois un abri », murmura Fedorov. « Il y a une tranchée autour. Il y a des Allemands, je crois. 4 en vue. Les autres sont probablement dans la tranchée. » Il tendit les jumelles à Nikolai. « Regardez. » Nikolai regarda. À 300 mètres de là se trouve un abri souterrain, bas, en terre. L'entrée est recouverte d'une bâche. À côté se trouve une tranchée. Une tranchée étroite en fait le tour. 2 Allemands se tenaient à l'entrée de l'abri. Ils discutaient. Ils fumaient. Ils portaient des mitraillettes à la ceinture. 2 autres étaient assis dans la tranchée à gauche. Seul leur casque était visible. Les autres ne sont pas visibles. Mais ils sont bien là, sans aucun doute. « Voici le plan », murmura Fiodorov. « Vous approchez la tranchée par l'arrière. Vous entrez, vous travaillez. Nous attendons ici. Si nous entendons des coups de feu, nous nous replions. Si c'est calme, nous approchons dans 1 minute. Compris ? Compris, camarade capitaine. Alors vas-y, et reviens. » Nikolai hocha la tête. Il se leva et rampa en avant. 200 mètres. 150. 100. L'herbe est mouillée. Le sol est froid. Ça sent l'humidité, le pourrissement et l'aigre. Nikolai rampait lentement, mètre après mètre. Il n'était pas pressé. Se presser, c'est faire du bruit. 50 mètres. Il entendit des voix allemandes. Elles parlaient allemand. Elles riaient de quelque chose. 30 mètres. Nikolai s'allongea et regarda. La tranchée était incurvée. À droite de l'abri, là, dans le virage, étaient assis plusieurs Allemands. Impossible de dire combien. Il faut les approcher par l'arrière. Entrer dans la tranchée, et là, Nikolai sortit les 2 couteaux. Celui de gauche alla dans sa main gauche, celui de droite dans sa main droite. J'ai vérifié la prise en main, l'équilibre. Je me suis souvenu des paroles de mon grand-père. Ne te précipite pas, mais n'hésite pas non plus. Le rythme. L'essentiel, c'est le rythme. Respirez profondément. Exhalation. Encore. Il rampa plus loin, contournant la tranchée par la droite. 20 mètres. 10. 5. La voilà. Le bord de la tranchée. Une tranchée profonde comme la taille d'un homme. Étroite. Nikolai jeta un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, 4 Allemands sont assis au fond de la tranchée, dos à lui.
Ils discutent. L'un d'eux tient une mitrailleuse. 3 autres ont des fusils à proximité, appuyés contre le mur. Un peu plus loin, à une dizaine de mètres, il y en a quelques autres. On ne peut pas voir combien. On entend des voix. Nikolai descendit silencieusement dans la tranchée, doucement. Mes pieds trouvèrent appui sur la marche en terre battue. Les Allemands n'ont rien entendu. Ils ont continué à parler. Nikolai se redressa et se tint debout de toute sa hauteur. 5 pas jusqu'au plus proche. 4 couteaux en main. Non, 2 couteaux. 2, pas 4. Concentrez-vous. La main droite se leva d'un coup. Lancé. Le couteau vola. En tournoyant, manche vers l'avant, frappé. Un bruit sourd. L'Allemand hurla et s'effondra. Main gauche. Lancé. 2e coup de couteau. Au prochain Allemand. Frappe. L'Allemand s'écroula sur le côté. Les 2 autres se levèrent d'un bond et se retournèrent, les yeux écarquillés d'horreur. Nikolai se jeta en avant. 3 pas. Il se baissa. Il arracha le couteau droit à la ceinture du premier Allemand. Il se retourna. Il le lança sur le 3e. Compris. En plein dans la poitrine. Pointe vers l'avant, le couteau est entré profondément. Le 3e Allemand halta et s'effondra. Le 4e s'empara de la mitrailleuse et la leva. Nikolai s'avança. Couteau gauche toujours à la main. Coup vers le haut, sous les côtes. L'Allemand expira. La mitrailleuse tomba. L'Allemand s'effondra au sol. 4 secondes. 4 Allemands. Mais le cri du premier Allemand se fit entendre. « Vasislos !» Une voix venue des profondeurs de la tranchée. Des pas. Le bruit des bottes. Nikolai retira les couteaux de leur corps, tous les 2. Il se retourna. 3 Allemands surgirent du coin de la tranchée, mitrailleuses prêtes à faire feu. La distance est de 7 pas. Beaucoup. Mais il n'y en a pas d'autres. Nikolai lança son direct du droit. Il toucha le premier homme à l'épaule. L'Allemand tressaillit. Sa mitrailleuse tira une rafale vers le ciel. Les balles traçantes filèrent vers les étoiles. Merde. Coup de feu. Alarme. Nikolai lança son crochet gauche. Il toucha le 2e homme à l'estomac. L'Allemand se plia en 2. Le 3e prit position. Nikolai fit un bond en avant. Il effleura le canon de la mitrailleuse. La rafale de tir le frôla. Un rugissement lui vrilla les oreilles. Nikolai donna un coup de tête au visage de l'Allemand. Son nez craqua. Du sang coula. L'Allemand s'écroula. Nikolai lui a marché sur la gorge. Il a appuyé fort. L'Allemand a halté. Il s'est tu. Des cris retentissent derrière. Encore des Allemands. Nikolai se retourna. Les Allemands sortirent en courant de l'abri. 5, 6. Des mitrailleuses. Un officier avec un pistolet. Voilà. C'est fini. C'est trop. Puis des coups de feu ont retenti sur le côté. Mitrailleuse soviétique, rafale courte. Fedorov et son groupe. Ils n'ont pas attendu. Ils ont entendu les coups de feu et sont allés porter secours. Les Allemands se retournèrent et tirèrent dans la direction d'où provenaient les balles. Nikolai ramassa une mitrailleuse allemande au sol. Il la leva. Une rafale frappa les Allemands dans le dos. 3 sont tombés. Les autres se sont précipités vers l'abri. « Forgeron !» cria Victor en sautant dans la tranchée. « Vivant ? Vivant ! Y en a-t-il d'autres ? Dans l'abri !» Fedorov sauta dans la tranchée. Les autres suivirent. « Grenade !» cria le capitaine. Quelqu'un a lancé une grenade dans l'abri. Explosion. Cri. « Avant !» Le groupe a fait irruption dans l'abri des joueurs. Il y avait 3 Allemands là, abasourdis par l'explosion. L'un d'eux était un officier, en uniforme de campagne. « Attrapons-le !» ordonna Fiodorov. L'agent a été saisi, ligoté, traîné dehors. « Retraite, vite !» Le groupe s'est enfui. Ils ont traîné l'officier. L'Allemand a résisté. Ils l'ont bâillonné avec un chiffon. Une alarme retentit derrière eux. Des roquettes s'élancèrent dans le ciel. Des balles sifflèrent. « Courez !» cria Fiodorov. Ils coururent à travers la forêt, trébuchèrent, tombèrent, se relevèrent, reprirent leur course. Les mitrailleuses allemandes tiraient, mais dans l'obscurité, à l'aveuglette. Des balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Nous avons franchi la ligne. Nous avons traversé le marais. Nous avons contourné le champ de tir. Voici nos positions. Les sentinelles crient.
Notre peuple, ne tirez pas !» Le groupe a basculé dans la tranchée, tous les 9, avec le prisonnier, vivant. Fedorov s'effondra au fond de la tranchée, respirant bruyamment. « Je crois bien, » dit-il d'une voix rauque. « Kuznetsov ? Ici. Karpov ? Ici. Moukine ? Ici. » Tous les 9 ont répondu. Tous. Fyodorov regarda Nikolai, longuement. « Kuznetsov, dit-il, combien en avez-vous tué ?» Nikolai resta silencieux. Il ne savait pas. « On a compté plus tard, » a dit Fedorov. 7 corps dans la tranchée, 3 autres près de l'abri. Vous, 7. Nous, 3. 10 au total. Il fit une pause. Tu as tué 7 personnes tout seul. En combien de temps ? 20 secondes ? Je ne sais pas, camarade capitaine. Je n'ai pas compté. Fedorov laissa échapper un petit rire, fatigué. Bon sang, forgeron, tu es une machine, pas un humain. Victor rampa jusqu'à Nikolai et le serra dans ses bras. Kuznets, tu es vivant. Je pensais que c'était fini. Quand j'ai entendu les coups de feu, je pensais que tu étais mort. Presque, sourit faiblement Nikolai. Un Allemand a failli me tirer dessus. Mais il ne lui a pas tiré dessus. Il est vivant. Tout le monde est vivant. Nikolai observa le groupe. 9 personnes. Sales, fatiguées, mais vivantes. Pour la première fois. Pour la première fois en tous ces mois de reconnaissance. Tout le monde est revenu. Il ferma les yeux et expira. « Grand-père », pensa-t-il. « Merci. » 3 semaines plus tard, le 27 juillet à 3h30 du matin, altitude 173. Nouvelle opération, nouvelle équipe. 9 hommes. Le commandant est à nouveau Fedorov. Nikolai et Victor font partie de l'équipe. La mission consiste à faire prisonnier un homme appartenant à une patrouille allemande. Mais quelque chose a mal tourné. La patrouille ne se trouvait pas à l'endroit prévu. Le groupe a cherché pendant 2 heures. Ils l'ont finalement trouvé. Mais du temps avait été perdu. De plus, alors que le groupe approchait du lieu de l'embuscade, quelqu'un a marché sur une branche. Craquement. Bruyant. Les Allemands ont entendu. Ils ont lancé une fusée de signalisation. Le ciel a viré au vert. « Courez !» cria Fyodorov. Le groupe s'est enfui. Mais les Allemands étaient déjà sur leur garde. L'alerte a été donnée. Cris, aboiements de chiens, la lumière des lanternes. « Une tranchée !» cria Moukine. « Il y a une tranchée devant nous !» Ils le découvrirent à l'improviste. Un fossé barrait le chemin. Profond, large. Il est impossible de sauter par-dessus. Faire le contourner prendrait trop de temps, et les Allemands sont déjà tout près. On entend le bruit de leurs bottes. « À la tranchée !» ordonna Fedorov. « Perçons-la !» Le groupe a sauté dans la tranchée. Et il y avait des Allemands là-bas. Beaucoup. Nikolai sauta le premier. Il les vit. La tranchée était longue, une vingtaine de mètres, et au fond se trouvaient des soldats allemands, blottis les uns contre les autres. Certains étaient assis, d'autres debout, d'autres encore dormaient sur des couchettes aménagées dans la paroi de la tranchée. Combien y en a-t-il ? 10 ? 15 ? Plus. Ils ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. La lumière de la fusée faiblissait. L'obscurité revenait. Un des Allemands a crié « Russen !» C'était un instant fugace, quelques secondes avant qu'ils ne s'emparent de leurs armes, avant qu'ils ne commencent à tirer. Nikolai n'a pas réfléchi. Son corps a agi de lui-même. 2 couteaux, droite, gauche, main droite, lancée. L'Allemand le plus proche, celui qui hurlait, mange du couteau au visage, frappe. L'Allemand s'effondre, main gauche, lancée. Le second Allemand, saisissant son fusil, reçoit un coup de couteau dans la poitrine. L'Allemand s'effondre. Nikolai courut en avant, au fond de la tranchée. 5 pas. Il se baissa en courant. Il arracha le couteau droit à la ceinture du premier Allemand. Le 3e Allemand bondit sur ses pieds, mitrailleuse à la main. Nikolai lança le couteau en courant. Il tourna sur lui-même,
le manche le frappa à la tempe. L'Allemand tressaillit et tomba. Le 4e leva son fusil, couteau gauche, lancé, atteint le cou. L'Allemand haleta. Le 5e, le 6e et le 7e Allemand se levèrent d'un bond en même temps. Nikolai arracha un couteau au 3e Allemand et le lança sur le 5e. Le couteau l'atteignit au front et l'Allemand recula. Il s'empara du couteau de gauche du 4e. Il le lança sur le 6e. Il le toucha en plein cœur. Le 7e Allemand était déjà en position de tir. Nikolai sauta. Il fit tomber le canon du fusil. Le tir manqua la cible. Il frappa l'Allemand à la gorge avec son coude. L'Allemand haleta. Il s'écroula. Des cris derrière eux. Des soldats soviétiques sautaient dans la tranchée. Fedorov, Viktor, les autres. « En avant, suivez Kuznets !» cria Fedorov. Nikolai continua de courir le long de la tranchée. Il y avait encore des Allemands devant eux. Beaucoup. Ils comprirent alors. Ils s'emparèrent de leurs armes. 8e, 9e, 10e. Nikolai travaillait avec des couteaux. Lancer, prendre, lancer, prendre. Le rythme. Comme me l'a appris mon grand-père. Ne te désynchronise pas. Le 11e Allemand lança une grenade. La grenade roula au fond de la tranchée. Elle siffla. « Grenade !» cria Viktor. Nikolai l'attrapa et la rejeta dans les profondeurs de la tranchée. Explosion. Cri. 2 Allemands sont tombés. 13. Il y en avait 6 autres devant. Ils battaient en retraite vers la sortie de la tranchée. Ils tiraient, des tirs de mitrailleuse. Les balles sifflaient. Nikolai se baissa. Il courut en se baissant. Il lança le couteau. Il en atteignit un à l'estomac. L'Allemand se plia en 2. 14. Il lança le 2e couteau. Il l'atteignit à l'épaule. L'Allemand laissa tomber sa mitrailleuse. 15. Les 4 survivants sautèrent hors de la tranchée et s'enfuirent. Nikolai s'arrêta. Il respirait bruyamment. Ses mains tremblaient. J'ai regardé en arrière. Des corps allemands gisaient au fond de la tranchée. Nikolai commença à compter. 1, 2, 3, 4, 15. Non, plus. 4 autres endroits où la grenade a explosé. 19. 19 Allemands, dans une seule tranchée. Fedorov accourut. Il regarda. Son visage était blanc. « Forgeron », dit-il d'une voix rauque. « C'est toi ?»« Pas seulement moi, camarade capitaine. Vous aussi. On en a éliminé 3. Les autres, c'est pour toi. 19 forgerons. 19 pour... Pour combien ?» Victor regarda sa montre. Ses mains tremblaient. « On est dans une tranchée. » Il déglutit. 1 minute et demie. Peut-être moins. Fiodorov resta silencieux. Il regarda Nikolai, puis les cadavres, puis de nouveau Nikolai. « Toi, » il était sans voix. « Tu n'es pas humain. C'est impossible. » Nikolai s'enfonça au fond de la tranchée. Il s'assit. Il déposa les couteaux à côté de lui. Ses mains tremblaient encore. Il sentait chaque muscle, chaque os. Tout le monde le faisait souffrir. Sa tête tournait. Mais il était vivant. Et tous ses camarades étaient vivants. « La langue », murmura Nikolai. « Nous visions la langue. » Fedorov sourit, hystériquement. « Au diable la langue, nous sommes vivants. Tous les 9, c'est l'essentiel. »« Camarade capitaine, » dit Moukine, « nous devons partir. Les Allemands sont sur le point d'attaquer. »« Allons-y, » dit Fiodorov en aidant Nikolai à se relever. « Forgeron, pouvez-vous marcher ?»« Peu. » Le groupe sortit de la tranchée et courut vers ses positions. Derrière eux, on entendait déjà des voix allemandes, des ordres criés, des coups de feu. Mais le groupe était plus rapide. Ils sont partis. Nous sommes rentrés à la base à l'aube, tous les 9, sans aucune perte. Le capitaine Fedorov fit son rapport au commandant du régiment, dans les moindres détails. Il y détailla tout ce qu'il avait vu. Le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Grigoriev, écoutait. En silence, le visage impassible. Lorsque Fedorov eut terminé, Grigoriev appela Nikolai.
Kuznetsov, viens ici. Nikolai se tenait au garde à vous. Camarade lieutenant-colonel. Grigoriev le regarda, longtemps. Où as-tu appris à te battre comme ça? Mon grand-père m'a instruit, camarade lieutenant-colonel. Il était éclaireur, pendant la Première Guerre mondiale. Un cosaque. Et il vous a enseigné cette technique? Avec des couteaux? Oui, monsieur. Montrez-moi les couteaux. Nikolai le sortit et le posa sur la table. Grigoriev en prit une. Il la retourna entre ses mains. Il la pesa. La poignée est lourde, dit-il. Du plomb? Oui, monsieur. Il est clair. Il a remis le couteau en place. Kuznetsov, votre technique, elle est unique. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et elle est dangereuse. Nikolai resta silencieux. C'est dangereux, répéta Grigoriev. Car si les Allemands la prennent, ils vont commencer à se préparer. Si d'autres unités la prennent, elles vont essayer de le reproduire. Et c'est impossible à reproduire. Cela demande des années d'entraînement. Et des gens mourront en essayant de faire ce que vous faites. Nikolai comprit. Par conséquent, Grigoriev se leva, je vous ordonne de ne jamais révéler cette technique à qui que ce soit. Jamais. C'est un secret militaire, compris? Oui, monsieur, camarade lieutenant-colonel. Bien, vous êtes libre. Et bravo, sergent. Très bien. Nikolai sortit. Victor l'attendait dehors. Bien? Classifié. Quoi? Ordre de ne le dire à personne. Secret militaire. Victor resta silencieux. Donc, cela restera votre secret? Voilà, c'est tout. Ils se dirigèrent vers la caserne, en silence. Chacun était plongé dans ses pensées. Nikolai repensa à son grand-père, au village, au Don, à la façon dont le vieil homme lui avait enseigné, soir après soir, pendant 3 années consécutives. « Grand-père, pensa-t-il, votre geste nous a sauvés. Tous. Mais personne ne le saura. Il mourra avec moi. » Et Victor repensa à ce qu'il avait vu, aux 19 cadavres dans la tranchée, à cette minute et demie d'enfer où Nikolai s'était transformé en machine à tuer. Il faut que cela soit écrit, pensa Victor. Un jour, après la guerre, les gens doivent le savoir. Mais il garda le silence. Un ordre est un ordre. Ce même matin, une rumeur se répandit au sein de la compagnie de reconnaissance, dans un murmure, de bouche à bouche. Le forgeron a tué 19 Allemands dans une tranchée, en 1 minute et demie, seul, avec des couteaux. Au début, ils n'y ont pas cru, puis Fiodorov l'a confirmé. Tout le monde l'a vu, le groupe entier, 9 témoins. Les soldats regardaient Nikolai différemment, avec appréhension, avec respect, peut-être même avec crainte. Il est devenu une légende vivante. Mais Nikolai ne voulait pas de ça. Il voulait la paix, le calme, juste faire son travail. Cependant, le commandement avait un avis différent. 2 jours plus tard, Grigoriev l'a rappelé. « Kuznetsov, dit le lieutenant-colonel, j'ai transmis votre nomination à la hiérarchie, au quartier général de la division. Le général souhaite vous voir. » Nikolai resta silencieux. Que dire? Le lendemain, il fut conduit au quartier général. Le général de division Sokolov le reçut dans son abri, à une table jonchée de cartes. « Sergent Kuznetsov, dit le général en se levant, asseyez-vous. » Nikolai s'assit, maladroitement. Les généraux demandaient rarement aux sergents de s'asseoir. « J'ai été informé de vos actions, » poursuivit Sokolov. 19 ennemis, silencieux, rapides. C'est impressionnant. Je sers l'Union soviétique, camarade général. Si j'ai bien compris, votre grand-père vous a enseigné cette technique, une vieille méthode cosaque, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Le général se leva et fit le tour de l'abri. Kuznetsov, vous rendez-vous compte de la valeur de ce que vous pouvez faire?
En reconnaissance, cela pourrait sauver des dizaines, voire des centaines de vies, neutraliser un poste en silence, éliminer un garde, capturer un prisonnier. Je comprends, camarade général. Très bien. Voici donc ma décision. Vous travaillerez avec d'autres groupes de reconnaissance, pas seulement celui de votre compagnie, mais celui de toute la division. Lorsqu'une opération complexe sera nécessaire, vous serez sollicité en tant que spécialiste. Nikolai acquiesça. Oui, monsieur. Et une dernière chose, ajouta Sokolov en le regardant. Vous êtes promu sergent-major. Je signerai l'ordre aujourd'hui. Vous l'avez bien mérité. Sergent. Nikolai ne s'y attendait pas. C'était beaucoup. Merci, camarade général. Ne me remerciez pas. Vous l'avez mérité au prix du sang. Le vôtre et celui de l'Allemagne. Vous êtes libre. Nikolai sortit. Victor l'attendait dehors. Bien. Je suis maintenant sergent-major et je travaillerai avec tous les groupes de reconnaissance de la division. Victor siffla. Forgeron, tu es une star maintenant. Je n'ai pas besoin d'une étoile, j'ai juste besoin de survivre jusqu'à la fin de la guerre. Au cours des 2 mois suivants, Nikolai participa à 11 opérations, 11 groupes différents, 11 raids couronnés de succès. Il a supprimé les postes, il a supprimé les gardes, il a couvert la capture des langues. Sa méthode a fonctionné, à tous les coups. Les pertes parmi les éclaireurs ont diminué, fortement. Alors qu'auparavant, un raid sur 3 se terminait par la mort d'un membre du groupe, désormais les groupes reviennent intacts, presque toujours. Le commandement de la division l'a remarqué. Ils ont examiné les statistiques, ils les ont comparées. Juin, 23 raids, 21 morts. Juillet, 19 raids, 14 morts. Août, 22 raids, 6 morts. Septembre, 20 raids, 2 morts. La différence était flagrante. La méthode fonctionnait. Le général Sokolov convoqua Nikolai fin septembre. « Kuznetsov, dit-il, vos actions ont sauvé la vie de nombreux soldats. Le commandement du front vous en est reconnaissant. Vous êtes nominé pour une distinction. » Sokolov n'a pas précisé la nature de la récompense, mais une semaine plus tard, la commande est arrivée. Ordre du drapeau rouge. Nikolai l'a reçu lors du défilé régimentaire. Le général a lui-même épinglé la décoration sur sa tunique. « Portez-le avec honneur, sergent, » dit Sokolov. « Je sers l'Union soviétique. » Après la formation, le capitaine Fedorov s'approcha de Nikolai. « Forgeron, » dit-il doucement, « je veux que tu saches. Ces gars qui sont partis en raid avec toi, ils sont tous vivants. Tous. Pas un seul n'est mort. Ça compte beaucoup. » Nikolai hocha la tête. Sa gorge se serra. Que pouvait-il dire ? « J'ai fait tout ce que j'ai pu, camarade capitaine. Tu as fait plus. Tu as sauvé des vies. Souviens-toi de ça. » En octobre 1944, la ligne de front en Carélie se déplaça. Les Allemands battirent en retraite. Les Finlandais demandèrent un armistice. La guerre s'est terminée ici. Le 192e régiment de fusiliers fut transféré dans un autre secteur, puis dans un autre encore. Nikolai combattit jusqu'en mai 1945, jusqu'à la fin. Il arriva à Berlin et signa son nom sur le mur du Reichstag. Sergent-major Nikolai Kuznetsov, village de Veshenskaya. On l'a fait. On a gagné. Victor a signé à côté. Caporal Victor Karpov, Rjev, à tous ceux qui n'ont pas survécu. Il se tenait près de ce mur, en silence, le regard fixé sur les inscriptions. Des centaines de noms, des milliers. Tout le pays, là, sur ces murs. « Forgeron, » dit Victor, « nous avons survécu. Nous avons survécu. Je ne croyais pas vivre assez longtemps pour voir ce jour. Moi aussi. » Ils se sont enlacés. 2 soldats, 2 amis, 2 personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient revenus. Après la guerre, Nikolai retourna au village, chez sa Vioshenskaya.
Son père l'accueillit à la porte. Il le serra dans ses bras. Il pleura. « Fils, vivant, Seigneur, vivant !» La mère sortit de la maison en courant. Elle se précipita vers lui. Elle l'embrassa sur le visage, sur les mains, pleura et rit. « Kolia, Kolenka, mon garçon, il est de retour. » Il se leva, il les prit dans ses bras. Il se sentit chez lui. L'odeur de la maison, l'odeur de l'enfance, l'odeur du monde. Mais grand-père était parti. Une tombe à la lisière du cimetière, un monticule de terre, une croix en bois. Stepan Makarovitch Gromov, 1870-1942. Nikolaï resta longtemps debout près de la tombe. Il parlait avec son grand-père, en pensée. « Grand-père, je suis de retour, comme tu l'avais dit. Ta technique m'a sauvé. Elle a sauvé mes camarades. Je ne sais pas combien de personnes ont survécu grâce à tes enseignements. Des dizaines, peut-être des centaines. Merci. » Il a laissé ses couteaux sur la tombe, les mêmes, ceux de son grand-père. Il n'en a plus besoin. La guerre est finie. Section 7. Héritage et conclusion. Nikolaï vécut longtemps. Il épousa Anna, une fille d'un village voisin. Ils eurent 2 enfants, un fils et une fille. J'ai travaillé comme forgeron, comme mon père, comme mon grand-père autrefois. Marteau, enclume, acier incandescent. Les mains se souviennent, le corps se souvient. Il ne parlait presque jamais de la guerre, il restait silencieux. Interrogé, il ne disait rien. J'ai combattu, j'ai survécu. Assez. Victor ne lui rendit visite qu'une seule fois, en 1970. Il ne s'était pas vu depuis 25 ans. Nous étions assis dans la cour le soir. Nous buvions du thé. Nous évoquions des souvenirs. « Forgeron, dit Victor, savez-vous que votre technique reste un secret ? » « Je sais. Personne ne l'a découvert, personne ne l'a écrit. Il mourra avec nous. » Nikolaï acquiesça. « C'est exact. Ça ne s'apprend pas. Cela prend des années. Et j'espère qu'il n'y aura plus de guerre. »« Je l'espère, » acquiesça Victor. Ils restèrent silencieux. « Mais quand même, dit Victor, c'est dommage. C'était génial. Simple, mais génial. Mon grand-père était un génie. Oui, je l'étais. Nikolaï Petrovitch Kuznetsov est mort en 1982, dans son village, dans sa maison, dans son lit. Il avait 64 ans. 11 personnes qu'il ne connaissait pas sont venues aux funérailles, d'anciens scouts, ceux qui avaient participé à des raids avec lui, ceux qui avaient survécu grâce à son habileté. Il se tenait près de la tombe, en silence. Chacun était plongé dans ses pensées. L'un d'eux, déjà grisonnant et portant des médailles sur sa veste, s'approcha de la veuve. « Anna Ivanovna, dit-il, votre mari m'a sauvé la vie, en 44. J'étais jeune lieutenant, premier raid. Nous sommes tombés dans une embuscade. Nikolaï Petrovitch m'a tiré d'affaire. 1 contre 7 Allemands. Je m'en souviens comme si c'était hier. » Anna hocha la tête, les larmes aux yeux. Il ne l'a jamais dit. Il était humble. Les vrais héros sont toujours humbles. La méthode de Nikolaï Kuznetsov n'a jamais été déclassifiée. Jamais. Même après l'effondrement de l'Union soviétique. Les documents sont restés classifiés. On trouve dans les archives la mention suivante. Une méthode spéciale de combat au corps à corps, très efficace, non recommandée pour l'entraînement de masse, classifiée. Tous. Rien de plus. La technique enseignée par le grand-père Stepan Makarovitch, une technique que les Cosaques avaient maîtrisée au XIXe siècle, une technique qui avait sauvé des dizaines de vies, a disparu avec Nikolaï. Mais le souvenir demeure. Vous vous souvenez au début quand je vous ai parlé de la colline 173 ? De ces 19 Allemands dans une seule tranchée ? De cette minute et demie qui a tout changé ? Maintenant, vous savez comment cela s'est passé. Un homme, 2 couteaux, 3 ans d'entraînement. Et la sagesse d'un grand-père qui a transmis son savoir de génération en génération. Parfois,
Une solution brillante ne repose pas sur une technologie complexe. Ce n'est pas une nouvelle arme. Ce n'est pas un plan astucieux. Parfois, c'est simplement une compétence, maîtrisée, transmise de maître à élève, de grand-père à petit-fils. Les vieux Cosaques le savaient. Au combat, ce n'est pas le plus fort qui l'emporte, mais le plus intelligent. Celui qui sait ce que les autres ignorent, celui qui applique ce savoir au moment opportun. Nikolaï Kouznetsov était une telle personne. Il n'est pas devenu maréchal. Il n'a pas reçu le titre de héros de l'Union soviétique. Il n'a pas écrit ses mémoires. Il venait de rentrer chez lui. Il avait travaillé, élevé des enfants, vivait. Mais ceux qui ont combattu à ses côtés s'en souviennent. Toujours. Au musée du 192e régiment de fusiliers, une photographie est accrochée au mur. En noir et blanc, décoloré. Un groupe d'éclaireurs, 9 hommes, 1944. Au centre, Nikolaï Kouznetsov. Mince, jeune, une cicatrice sur la joue. Son regard fixe l'objectif. Un regard grave. Celui de ceux qui ont vu la mort et l'ont vaincu. La légende sous la photographie indique « Groupe de reconnaissance du capitaine Fedorov. Altitude 173, juillet 1944. » Tous les 9 hommes sont revenus vivants. Ceci est un monument, non pas en pierre, non pas en bronze, un monument fait de vie, sauvé, préservé, offerte à l'avenir. Nikolaï Kouznetsov est parti. Viktor Karpov est parti lui aussi. Le groupe tout entier a disparu. Mais leurs enfants sont vivants, leurs petits-enfants sont vivants, leurs arrière-petits-enfants sont vivants. Et c'est une véritable victoire. La guerre fauche des vies, mais l'habileté, le courage et le sens du devoir les rendent. Nos grands-pères se sont battus pour que nous puissions vivre. Souvenez-vous de ceci. Toujours.